Connaissez-vous le duo d'humoristes Chevalier Las Palès? Vous connaissez probablement leur célèbre sketch du train pour Pau. Eh bien, dans un autre sketch qui s'appelle Le Retour de vacances, ils évoquent le musée Alexandre Dumas de Melun, qui n'existe pas. Et c'est là toute la drôlerie du propos. Ce musée imaginaire aurait été construit pour la simple et bonne raison qu'Alexandre Dumas n'a jamais mis les pieds à Melun. Donc on peut y admirer le bureau sur lequel il n'a jamais écrit, l'assiette dans laquelle il n'a jamais mangé et le lit dans lequel il n'a jamais dormi. C'est absurde, c'est génial et c'est encore plus drôle raconté par eux. D'un sketch à la réalité, il n'y a qu'un pas et l'actualité récente nous le rappelle une fois de plus, puisque 2 individus sont actuellement jugés au tribunal de Pontoise. Et au vu des faits qui leur sont reprochés, ils pourraient sérieusement prétendre au prix de l'originalité décerné par Balkany Magazine, l'hebdo des escrocs. Le premier s'appelle Bruno Desnoux, 69 ans, ébéniste, meilleur ouvrier de France en 1984, qualifié par certains comme le meilleur du monde dans son domaine. Il a notamment restauré le lit de Louis XVI et sans ses ennuis judiciaires actuels, il était prévu qu'il restaure également son trône. Autrement dit, c'est le Mozart de la commode, le Paul Bocuse de la console, le Kylian Mbappé du guéridon. Le second s'appelle Bill Palot, 61 ans, historien de l'art et expert de référence en meubles du XVIIIe siècle, d'où son surnom, le Père Lachaise. Surnom parfaitement adéquat vu le chemin de croix judiciaire qu'il est en train d'arpenter. 3 autres prévenus comparaissent à leur côté, mais on y reviendra plus tard. Que reproche-t-on à ces 2 sexagénaires? Vu leur pédigré, on se dit qu'en temps normal, ils devraient avoir plus de chances d'être interrogés par Stéphane Bern que par un juge. Mais les apparences sont parfois trompeuses, car comme disait l'abbé Pierre, la bite ne fait pas le moine. Les premiers faits remontent à 2007 et à l'époque, Bruno et Bill restaurent des chaises de la comtesse du Barry. Et là, leur vient une idée encore plus brillante que les dorures des accoudoirs. Fabriquer une chaise de toutes pièces en plus, pas du tout authentique et encore moins historique en faisant en quelque sorte du faux vieux, un peu comme la mode des jeans troués neufs. Ils la tentent, juste pour voir si ça passe, si ça réussit à tromper tout le petit monde des antiquaires et du patrimoine. Et devinez quoi? Ça passe. La chaise bonus est identifiée comme authentique, nos 2 lascars très fiers d'eux vont recommencer, et au final va se mettre en place une véritable entreprise de faussaires. Et c'est quand même beaucoup plus facile quand les 2 experts mondialement reconnus dans leur domaine sont de mèche. Le procédé devient rodé, d'abord la fabrication. Palot achète des vieilles carcasses de meubles, il les donne à Desnoux qui vieillit artificiellement en bois, il y ajoute avec un certain talent des sculptures, des patines, et tout ça planqué derrière un rideau, puisque ses employés n'ont jamais rien remarqué. Faut croire que ça regarde pas beaucoup le big deal chez les antiquaires, et c'est dommage parce qu'il serait qu'il faut toujours ouvrir le rideau pour savoir ce qu'il y a derrière. Puis les pièces sont adressées à un doreur et un tapissier, tous payés au noir évidemment, et enfin on y ajoute de fausses estampilles, l'équivalent des signatures des artisans de l'époque. Et ça y est, vous avez votre vrai faux meuble ancien tout neuf du XVIIIe siècle, du XXIe siècle. Une fois l'objet fabriqué, il faut l'insérer dans le circuit de vente. C'est là que Bill Palot active son réseau. Des galeries, des experts, des intermédiaires en tout genre qui trouveront des acheteurs. Et dans ces intermédiaires, on trouve la prestigieuse galerie parisienne Kremer, surnommée l'IKEA des milliardaires, ce qui, personnellement, me paraît un peu exagéré, étant donné qu'elle se situe géographiquement à côté du boulevard Malesherbes, c'est-à-dire dans les cases rouges du Monopoly. Si ça c'est pour les milliardaires, qui achète dans les cases vertes ou bleu foncé? La galerie Kremer donc, qui figure elle aussi sur le banc des accusés, car impliquée dans plusieurs ventes de ces objets. Télérama nous précise que si le juge d'instruction a reconnu l'absence de connivence entre la galerie et les 2 lascars, il leur reproche de ne pas avoir procédé à des vérifications d'authenticité suffisamment poussées. Le procureur l'a dit en ces mots, la qualité des faux meubles n'était pas de nature à tromper la galerie Kremer et son dirigeant, professionnel du mobilier du XVIIIe. Fin de citation. Dit autrement, en y regardant de près, on voit bien que c'est des chaises plus Louis Croivet-Bâton que des chaises Louis XVI. Mon petit doigt me dit que des employés de Kremer vont passer d'un boulot chez l'IKEA des milliardaires à un boulot chez IKEA tout court. Ils auront tout le temps de devenir experts dans l'art suédois contemporain là-bas. La conjoncture qui aide grandement Bruno et Bill, c'est qu'il n'y a aucune difficulté pour vendre ces types d'objets car la demande est forte, notamment du fait de la volonté de remeublement du château de Versailles qui a été vidé lors de la Révolution française. Et là vous vous dites, le prestigieux château de Versailles peut pas s'être fait entuber par cette combine? Eh ben si! Versailles se serait fait escroquer pour 1 million d'euros de faux meubles d'époque. Je répète,
1 million d'euros de faux meubles d'époque, notamment 380 000 euros pour 2 sièges pliants dorés et 420 000 euros pour une chaise censée avoir appartenu à Marie-Antoinette. Sauf que, comme dans le sketch de Chevalier Lespelès, c'est une chaise dans laquelle elle ne s'est jamais assise. Elle s'est assise dans plein d'autres chaises, dans des fauteuils, des canapés sans doute, des bergères, des transats, oui, des balancelles, des bords de fenêtres, des bancs, des trottoirs, des Renault Kangoo, des Grands 8, des strapontins de la ligne 13, des fusées Blue Origin, des fauteuils rouges tournants de The Voice, des hélicoptères Apache avec double tourelle, mais cette chaise-là, c'est sûr que non. Le château de Versailles n'est pas la seule victime, on découvre à ses côtés d'autres grands de ce monde qui se sont fait plumer comme une vulgaire fan de Brad Pitt. Un héritier Hermès pour une chaise acquise 530 000 euros, et le coup de maître, un prince du Qatar pour 2 chaises Louis XVI classées Trésor National, mais qu'on a quand même vendues à l'étranger, pour la somme de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, ça fait cher le faux trésor. Hein. Les autres princes du Qatar doivent bien se foutre de sa gueule. Monsieur le prince, la prochaine fois, achetez plutôt le trésor en plastique de Pirates des Caraïbes à Disneyland. Ou alors, allez à Ikea. Pour la même somme, vous pourrez acheter, j'ai compté, 22 471 chaises InGolf. C'est pas les plus moches, il y a un petit coussin pour vos fesses précieuses et il restera même un peu de monnaie pour craquer sur des bougies parfumées à la caisse. Mais alors, comment les faussaires se sont-ils fait attraper ? C'est la cellule anti-blanchiment du renseignement français qui a détecté en 2014 des opérations financières d'un couple de chauffeurs-coiffeurs portugais qui doivent se faire des cheveux blancs puisqu'ils figurent eux aussi parmi les accusés. Transactions qui paraissaient suspectes au vu de leurs revenus déclarés. Et c'est en remontant le fil qu'on a découvert leur lien avec l'ébéniste Bruno Desnoux et l'escroquerie qui courait depuis déjà 7 ans. Et il aura donc fallu 11 ans d'enquête à partir de là pour aboutir au procès de 2025. Bref, fallait pas être pressé à croire qu'ils attendaient le dégel de la Galerie des Glaces. Ils fabriquaient, je vendais, c'était une sorte de jeu, aurait déclaré Bill Palot au procès, qualifiant leurs supercheries successives de grisantes. Le verdict sera rendu en juin et les prévenus encourent jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Fini la foire du trône!